en 62, nous étions pris dans l'ivresse de la liberté et de la libération. Et on ne voulait plus entendre parler de la colonisation. On voulait parler de la décolonisation. On voulait parler du progrès. Et pour nous, la colonisation, il fallait tourner la page. Le décolonial, c'est plutôt une critique du présent qu'une nécessité historique, au fond. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche, ravi de vous retrouver. Je reçois quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps aujourd'hui, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir quitté hier. C'est Wassila Tanzali qui est avec nous. Bonjour Wassila. Bonjour. Philippe. Vous avez été avocate à Alger, puis directrice des droits des femmes à l'UNESCO. Vous faites aujourd'hui de l'art. Je fais de l'art, je continue à militer pour... militer comme je sais faire, c'est-à-dire en écrivant et en acceptant de me prononcer, de m'exprimer dans des journaux et même en public sur la question des femmes, la question de la démocratie, la question de la politique. Vous êtes là pour parler d'un livre que vous avez écrit à deux voix. À 80, c'était plus compliqué parce que c'était pendant le Covid. Ça s'appelle « La tristesse est un mur entre deux jardins ». Algérie, France, féminisme. Chez Odile Jacob, vous avez mis féminisme au singulier. Oui, bien sûr. Oui, bon, en ce moment, il y a des féminismes aujourd'hui. C'est un des sujets du livre, mais... ce sont des sous-titres. Oui, d'accord. Mais il y a plusieurs féminismes. Il y a plusieurs manières de mettre en œuvre son féminisme. Mais je préfère laisser ce mot dans sa singularité parce que la pensée féministe est unique. Et elle traverse toutes les manières d'exprimer son féminisme. Et quand elle n'arrive pas à passer dans certains féminismes, il faut mettre en doute l'idée que c'est un féminisme. Comme le féminisme islamique, ce n'est pas un féminisme. Enfin, ça serait intéressant d'avoir un débat. Oui, mais enfin, c'est un vieux débat parce qu'on n'entend plus parler du féminisme islamique. Il a disparu. C'est les mots qui ont changé. Non, c'est pas les mots qui ont changé. C'est vraiment cette idée qui était née en 1994 à Barcelone, une initiative prise par des convertis d'ailleurs et financée par la Commission islamique des droits de l'homme, de réunir un grand raout comme ça pour montrer que l'islam était capable de mener les femmes vers l'égalité. Ce que je ne mets pas en doute d'ailleurs. Mais le problème, c'est que dans le féminisme islamique, on s'arrête à la frontière de l'islam dominant, de la doxa islamique, n'est-ce pas ? Dans mon travail avec les féministes, surtout marocaines et tunisiennes, nous avons abordé cette question de la religion, mais avec beaucoup plus d'insolence, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'engagement pour l'égalité. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés à des points qu'on ne pouvait pas interpréter différemment que comme une oppression, on proposait de les dépasser et de les annuler. Et de prendre le chemin de la laïcité. Or, dans le féminisme islamique, dès qu'il y a un problème, par exemple la polygamie, l'héritage, on se retire en disant que c'est le Coran et qu'on ne peut pas le changer. Voilà. Donc ça, c'est toute la différence. Et c'est pour ça que, d'après mon point de vue, moi je défends qu'un point de vue, je ne suis pas un chef de parti, d'après mon point de vue, la pensée féministe, elle n'arrive pas à passer et à comment on pourrait dire, nourrir la démarche du féminisme islamique. Enfin, il y a plein d'autres féminismes avec lesquels vous n'êtes pas très raccord aujourd'hui. Si, citez-les-moi, tiens. Par exemple. Le féminisme racisé, par exemple. Pas du tout. Vous vous trompez. Dans ce livre-là, vous avez remarqué, j'en suis sûre, que j'ai beaucoup évolué à travers le livre. Parce que moi, je ne pense pas détenir la vérité. Il y a certains livres et certaines rencontres qui vous ont fait changer de point de vue. Oui, et vous êtes sorti de ce que vous appelez de votre bocal. Je suis sortie de mon bocal, d'accord. Et en même temps, si j'ai eu cette
cet énervement, parce que c'est pas une réticence, disons que j'étais un peu énervée par surtout... bon, alors les racisés, ça touche à un problème sur l'esclavage qui est pas celui dont je me suis occupée dans mon travail avec le féminisme, dans mon travail au Maghreb, n'est-ce pas, et en Méditerranée, même s'il y a eu des mouvements d'esclavage, mais c'est très ancien et c'est pas aujourd'hui le centre de... On dit que en Mauritanie, il y a encore des traces d'esclavage, mais dans l'ensemble, on peut dire que on peut parler d'esclavage moderne, mais on ne peut pas parler d'esclavage au sens où les femmes racisées reviennent sur la scène, sur le présent, avec cette question. Par contre, la question je peux le dire ici, la question du féminisme décolonial, j'avoue... Alors, c'est intéressant. Le féminisme décolonial, on va peut-être expliquer ce mot décolonial déjà, peut-être. D'accord. Alors, au début, j'ai eu un... Mais je l'ai expliqué avec le temps. Dans le livre, je commence par dire, mais enfin, c'est nous qui avons été des décoloniaux. Mais j'avais 20 ans à l'indépendance. Donc, c'est nous qui avons été des décoloniaux. Si vous voulez, c'est comme si on m'enlevait une part de mon histoire aussi. Hein. Et surtout que, d'une certaine manière, le féminisme décolonial mettait en doute le féminisme que je représentais. D'accord. Et donc, ça a été pour moi plutôt un dépit amoureux, en quelque sorte. Une réponse de dépit amoureux. C'est qu'après, quand je me suis vraiment penchée sur la question et que j'ai pu faire la différence entre le décolonial sans un E, sans un accent sur le E, et le décolonial avec un accent sur le E, que savoir que moi j'appartenais au décolonial avec un accent et qui visait la décolonisation, et que le décolonial, qui était un mot anglais qui nous arrivait de l'Amérique latine, c'était l'anticolonialisme. Voilà. C'est pas la même chose. Il y avait une question de temporalité qui était mise. Et à ce moment-là, je dois dire que je fais un mea culpa, pas un mea culpa, mais que je peux faire un constat. C'est que en 62, nous étions pris dans l'ivresse de la liberté et de la libération. Et on ne voulait plus entendre parler de la colonisation. On voulait parler de la décolonisation. On voulait parler du progrès, n'est-ce pas? Et pour nous, la colonisation, il fallait tourner la page. Je l'ai dit déjà au moins plusieurs fois, mais je le répète ici. Quand à la télévision algérienne, on voulait, quand ça allait mal entre le gouvernement français et le gouvernement algérien dans les années 60, on mettait des photos de charniers en disant on vient de découvrir un charnier, d'accord, pour bien montrer la colonisation. Eh bien, le directeur de la télévision nous disait qu'il recevait des lettres de spectateurs qui lui disaient « Mais pourquoi vous parlez de ça? C'est dépassé, on ne veut plus en parler, on veut tourner la page. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous permettez, Philippe, je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le décolonial, c'est plutôt une critique du présent que une nécessité historique, au fond. Même si aujourd'hui, nous sommes obligés d'entendre des choses que les historiens savaient et qui n'avaient pas été rendues publiques et qui sont maintenant rendues publiques à travers ce mouvement décolonial. Et c'est ça que moi j'essaye de comprendre. Par exemple, comme je le dis dans mon livre, quand on me dit sur la langue française, oui, mais Kateb Yassine disait la langue française, c'est un butin de guerre. Mon butin de guerre. Mais il pouvait les dire. Il aurait parlé le chinois, il aurait dit la même chose. Le chinois est mon butin de guerre. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était sûr de sa liberté, qui était dans l'ivresse de la libération, qui était dans l'ivresse du progrès, de cette Algérie qui allait se construire sur la libération du pays. Or, aujourd'hui, on est sorti de cette ivresse. Et aujourd'hui, on veut des comptes. On retourne sur le passé. Voilà. Puisque vous nous amenez sur la question de la langue, combien de langues maternelles avez-vous, Wassila? 2. D'ailleurs, je devrais dire 3. C'est vraiment pas gentil avec ma mère.
Mais elle me l'a pas appris. L'espagnol ? Elle me l'a pas appris, c'est l'espagnol. Ouais. Parce qu'elle ne parlait, elle aussi, que le français. C'était une fille d'émigrés. Et c'est votre grand-père qui avait fait le voyage en Algérie. mon grand-père avait fait le voyage en Algérie avec une petite fille de 4 ans. Voilà. C'est votre grand-père qui est immigré à Bougie. Non, il est arrivé à Oran, comme tous les... Oui, comme les Espagnols voilà, de l'époque. Ouais. Alicante-Oran. Surtout il arrivait de pas très loin, il arrivait de Valencia, il venait de Valence. C'est une ville que je vais visiter comme une espèce de pèlerinage, parce que ma mère nous a peu raconté cette histoire. Elle était tellement algérienne, elle aimait tellement l'Algérie. D'ailleurs, premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Une éducation algérienne, c'est parce qu'elle ne cessait de dire je veux que mes enfants aient une éducation algérienne. Elle ne se sentait pas capable de la donner toute seule. Quand mon père est mort, quand mon père a été tué, on a été s'installer avec mon grand-père, avec le père de mon père. Pas avec... d'ailleurs, le père de ma mère était mort. Mais il y avait cette volonté de nous ancrer dans cette culture, etc. Et donc, si je ne parle pas l'arabe, parce que je ne parle pas l'arabe... Ah, parce que sur vos langues, là, donc il y a l'espagnol que vous ne parlez pas. Voilà. Et il y a l'arabe. Et je dis que l'arabe, c'est ma langue maternelle, mais ma langue absente. C'est Derrida qui m'apprend que on peut avoir plusieurs langues maternelles, parce que lui en avait plusieurs, justement. Et pourquoi je mets l'accent sur... Jacques Derrida. Oui. Pourquoi je mets l'accent sur l'arabe et plus que sur l'espagnol ? Parce que j'ai quand même été élevée en Algérie tout le temps. Quand je quitte l'Algérie, j'ai 40 ans. C'est-à-dire que toute ma vie, ma formation, plus que ma formation, c'est mon, comment je veux dire, tous ces voyages initiatiques qu'on fait, que ce soit à l'adolescence, que ce soit à la maturité, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans la violence, je les ai faits en Algérie, n'est-ce pas ? Et donc, bien évidemment, ça s'est fait à travers cette langue. Et d'ailleurs, cette langue, pour moi, je la reçois d'une façon extrêmement violente, je dois dire. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, bien que ma grand-mère ne parlait que l'algérien, ne parlait pas l'arabe classique, parlait l'algérien, et que mes tantes parlaient plutôt le français et l'algérien, que mon père parlait le français, l'algérien et le kabyle, puisque ma famille était installée en Kabylie, et que les hommes travaillaient avec la Kabylie. Eh bien, c'est le jour où on est venu faire la prière des morts à mon père, n'est-ce pas, sur son cadavre. Et là, pour moi, ça a été une entrée dans la langue arabe, dont je n'arrive pas d'ailleurs à me débarrasser complètement, ce qui est un signe de grande tristesse au fond, et c'est ça qui m'a plongée dans cette langue, quoi. Askia Djebar, après, il y a eu Keltoum, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Hein. Mais Askia Djebar, elle disait qu'elle avait une langue de rechange. En parlant de quoi ? Du français ? Oui. Oui, je viens de lire... J'aimais bien l'expression. Oui. En fait, vous savez, je viens de lire un livre sur Askia Djebar, ça s'appelle Le manuscrit inachevé, que je conseille à tout le monde, et dans lequel, en fait, elle parle pas de l'arabe, elle parle du berbère. Et elle dit que cette langue berbère a été complètement effacée et que c'est cette langue-là qui lui manque le plus. J'étais très surprise en lisant ce livre, ce manuscrit inachevé. Mais ce serait intéressant d'y revenir et d'en parler, peut-être... Elle a une vie romanesque, Askia Djebar. Vraiment romanesque. Oui, on a l'impression d'ailleurs qu'elle vit sa vie pour l'écrire, comme certaines personnes, ouais. Voilà. Moi, je l'ai bien connue, elle avait une vie romanesque. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, moi, si j'ai mis longtemps à écrire, c'est que je trouvais ma vie trop romanesque. C'est pour ça ? Oui. Bon, on dit que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Moi, je pense que... Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans le désert et que vous voulez faire des belles photos. Ben, vous n'arrivez pas, c'est trop beau. Et quand je veux raconter ma vie, il faut que je la mette en distance.
que je fasse un peu ce que font aujourd'hui les artistes d'art contemporain, de prendre l'histoire et de la mettre à distance, parce que j'ai une vie trop romanesque. Voilà, ce grand-père immigré espagnol qui veut pas être prêtre et qui quitte l'Espagne, cette jeune femme qui rencontre cet homme qui est mon père et qui était un personnage de roman, parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il est voilà. Et après, c'est cette guerre terrible avec cette maison qui est occupée, qui est squattée. Cette maison coloniale que votre père rachète. Rachète, oui. Oui. Et votre père qui est assassiné pendant la guerre d'Algérie. C'est un des multiples drames qui arrivent en Algérie et que je mets sur le compte des erreurs de cette guerre de l'ombre, parce que c'est une guerre de l'ombre, et que mon père a été tué au début de la guerre, et que à ce moment-là, voilà, on recrutait les gens sur le terrain, chacun avait des responsabilités là où il se trouvait, et évidemment, on n'a pas pu séparer les haines personnelles des exigences du combat, voilà. Mais comment est-ce que vous, Wassila, vous vous êtes justement libéré de ces chaînes de la mémoire ? Alors, je me suis libérée d'abord en écrivant ce livre, Une éducation algérienne. Et je conseille aux gens d'écrire. Et je l'ai écrit pas dans l'esprit de le publier au début. Ça a été vraiment une passion, même, je dirais pas malheureuse, mais encombrante. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai commencé par écrire au fond tous les événements qui m'avaient marqué dans la vie. C'était pas intéressant. C'était un ramassis d'anecdotes. Je l'ai laissé dans le tiroir pendant très longtemps. Et c'est un jour, comme ça, d'une façon inattendue, et c'est toujours comme ça que ça se passe, je pense, je me suis levée, je me suis dit, ça y est, j'ai compris ma vie. Et là, j'ai repris cet ouvrage, qui était un manuscrit dans le désordre, et je l'ai reconstruit autour de la mort de cet homme, qui est mon père, et j'ai compris que c'était un, comment je peux dire, un mauvais coup de l'histoire, plutôt qu'un coup personnel. Et vous vous êtes libéré de l'injustice, en fait. Je me suis surtout libérée du sentiment d'injustice. Parce que ce sentiment d'injustice, c'est un sentiment qui, sans doute, continue à occuper longtemps les enfants qui ont été victimes d'injustice. Voilà, avec Wassila Tanzali, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication de ce livre. C'est un livre de dialogue épistolaire, puisque vous vous êtes beaucoup écrit avec votre co-auteur qui s'appelle Michel Perrault. Elle est historienne et le livre s'appelle La tristesse est un mur entre deux jardins, Algérie, France, féminisme, chez Odile Jacob. À qui le titre de votre livre a-t-il été emprunté d'ailleurs ? Khalil Gibran. Oui, parce que vous auriez préféré que ça s'appelle L'historienne et l'avocate. Non, pas du tout. Non ? On a beaucoup évolué sur de temps en temps avec Michel. On se disait, d'abord, on voulait que ça s'appelle Conversation, un peu en pensant aux dames du XVIIe qui ont lancé les salons et les conversations, et la conversation, justement. Et en même temps, dans le mot conversation, il y avait cette idée de pause, cette idée de prendre son temps, d'échanger en bonne compagnie. Voilà. Et ça, c'était important parce que au début, quand Odile Jacob m'appelle et me propose de faire ce livre avec Michel Perrault, je vois pas l'intérêt dans la mesure où on est à peu près du même avis. Et je me disais, et en fin de compte, c'est ça qui a été très intéressant parce que nous n'avons jamais été, elle et moi, dans des postures. Jamais. C'est pas un livre polémique, c'est un livre d'échange, de dialogue. Et à un moment donné, quand on a avancé dans cette histoire, dans cette écriture,
je me rendais compte que au fond, il y avait une grande différence qui tenait surtout de nos disciplines et de nos formations. Elle était historienne et j'étais avocate. C'est-à-dire que j'avais juriste, puisque j'ai fait le droit, sciences politiques, et que quand on est juriste, je ne sais pas si les personnes le savent, qui nous écoutent, quand on est juriste, on attache une grande importance à la valeur symbolique de la loi, plus que au développement de la loi, qui font partie des débats de l'Assemblée nationale, etc. Mais vraiment, nous savons, nous juristes, que quand on veut instaurer un monde nouveau, un ordre du monde nouveau, c'est ça la loi. La loi importante, c'est celle qui instaure un monde nouveau. Il faut prendre une loi en majesté, une loi symbolique. Et c'est ce qui a fait la différence entre Michel et moi, pour un point très important, celui des rapports entre la France et l'Algérie et de la question de la colonisation, comment le traiter. C'est qu'au fond, Michel est une historienne, et que un historien construit un discours avec des faits historiques qui sont d'importance différente. On peut, et elle est persuadée, je respecte cette manière de voir, et je ne la rejette pas complètement, qu'on peut avancer en faisant des petits pas, qu'un petit pas c'est un grand pas, voilà. Et que, à côté de ça, Vous, c'est pas votre truc, les petits pas. Non, c'est pas mon truc, mais c'est pas parce que je suis dans la radicalité. Non, c'est pas une question de radicalité. C'est une question de savoir. Je sais que, par exemple, quand on a voulu écrire la première constitution républicaine de la France, il a fallu la faire précéder par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, n'a pas été votée, qui s'adresse au peuple, à l'âme du peuple, plus que à sa manière de gérer sa quotidienneté. Et c'est dans cette différence de nature que je pense qu'il faut installer le rapport de la France aujourd'hui avec sa période coloniale. Et je dis bien le rapport de la France, pas de la France et de l'Algérie. De la France dans son rapport colonial. Pour que la France réalise qu'il faut qu'elle fasse quelque chose de symbolique, de important, pour dire qu'elle veut sortir de l'âge colonial. Et c'est ce que les Algériens attendent. C'est pas des excuses, n'est-ce pas? Ni de la repentance. La repentance, on n'en parle plus depuis longtemps. Mais même des excuses. Non, c'est vous qui le dites, enfin, c'est vous qui l'écrivez. Mais alors... Oui, ni la repentance, évidemment. Parce que la repentance, c'est religieux. D'accord. Il ne s'agit pas de se repentir. Alors attendez, il y a quand même Emmanuel Macron, il a fait des choses, il a pris son téléphone, il a appelé Benjamin Stora, il lui a demandé un rapport. Vous trouvez que le rapport de Benjamin Stora, c'est un rapport des petits pas? Non, alors, je vous taquine quand je dis ça, oui. Je pose la question comme ça exprès. Voici là. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il a téléphoné, il a dû lui téléphoner plus d'une fois, mais je ne sais pas. Ça, c'est pas important. En tout cas, c'est pas mes affaires. Moi, je regarde la lettre qui précède le rapport, c'est-à-dire l'ordre de mission. L'ordre de mission. Vous savez, la commande. Voilà, moi, je suis plutôt juriste, et donc l'ordre de mission. Et dans l'ordre de mission, il y a quand même, il est décrit le petit pas qu'on veut faire dans ce rapport. Voilà. Et vous dites que ce rapport, vous l'avez écrit, donc vous avez dit que ce rapport, c'est plutôt une régression. Alors, ce rapport, d'abord, il marque le pas. Vous savez ce que c'est que marquer le pas? Il marque le pas avec la grande tradition décolonialiste française. Et là, je pense évidemment à Vidal-Naquet, je pense à Jean-Paul Sartre, je pense à Simone de Beauvoir, je pense à Frantz Fanon, pas Frantz Fanon, oui, pourquoi pas Frantz Fanon, je pense à Francis Janson, je pense, et j'en oublie, et je pense à tous ces Français qui, en Algérie, se sont battus aussi pour l'indépendance. Moi, je m'inscris dans la tradition française décoloniale. Bon, là, vous vous inscrivez dans la tradition française, mais dans votre livre, vous êtes un tout petit peu plus, on va dire, piquante, puisque vous dites que de ce rapport que c'est un pétard mouillé,
Je dis que c'était un pétard mouillé parce que c'est au début du livre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne voulais pas en parler. C'est manque de peau. Il y a un chapitre complet. Non, manque de peau, oui. Comme vous dites, manque de peau. C'est que Michel Perrault, qui est une femme admirable, revient sur le rapport. Elle y revient, Stora. oui, voilà. C'est elle qui y revient. Et elle y revient 2 fois. Et à ce moment-là, moi, je ne peux pas ne pas répondre, n'est-ce pas ? Quand elle y revient la première fois, je lui explique pourquoi je trouve qu'on ne peut jamais faire un rapport neutre de n'importe quoi. Hein. Au début, l'idée, c'était de faire un rapport de petits pas. Et ce rapport de petits pas ne devait pas entamer la grande question, cette grande question. Et là, je dis que c'est pas possible. On ne peut pas. Un rapport de petits pas, c'est un rapport qui dit on fait quelque chose pour faire quelque chose, c'est tout ? On fait quelque chose parce qu'on ne peut pas faire autre chose. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne déjà une idée de l'état de la question en France. Et ça, personnellement, moi, ça me blesse. Ça me blesse. Quand je vois que nous, au fond, c'est un peu cette idée que j'ai appris en lisant Primo Levi. Primo Levi, quand il était dans ce camp, il faisait un rêve qui lui revenait tout le temps. Il se voyait arriver chez lui, à la maison, dans un repas familial, avec sa famille proche. Et moi, je pense qu'aux gens qui me ressemblent, c'est-à-dire les gens de gauche, hein, sa famille proche, et qu'il essaye de leur raconter ce qui s'est passé, et que tout le monde lui tourne la tête, et qu'il n'arrive pas à expliquer. Et on a l'impression qu'on est un peu dans cette situation. C'est-à-dire que ce que nous essayons de faire reconnaître, c'est ce drame de la colonisation, et qu'on ne veut pas nous écouter, qu'on nous tourne la tête. Alors, est-ce que aujourd'hui, ce sont les lobbies nostalgiques de l'Algérie française qui ont pesé sur ce rapport, oui ou non ? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Vous dites que c'est un rapport qui est encore... Il est trop tourné vers le passé, ce rapport. Non, il est trop... je ne dirais pas qu'il est tourné vers le passé. Vous l'avez écrit dans votre livre. Qu'il était trop tourné dans le passé. Vous savez comment je le dis exactement ? Vous dites non, en France, c'est le passé qui dicte encore sa loi. Oui, c'est pas la même chose. En France, c'est le passé, c'est pas le rapport. En France, c'est le passé qui dicte sa loi. C'est-à-dire, ce que ça veut dire. Ça veut dire que, au lieu de faire, c'est comme la restitution des biens mal acquis, on peut dire, par la colonisation française et autres, sur les biens culturels africains. Je crois qu'on pose mal le problème. Si on veut faire de cette restitution une réparation du passé, on ne peut pas réparer le passé. Il faut faire cette restitution par rapport aux liens qu'on veut tisser dans l'avenir entre l'Afrique et les pays concernés. D'accord ? Faire un rapport aujourd'hui, prendre une décision, s'exprimer même, sans faire un rapport, s'exprimer sur la question de la colonisation algérienne, ce n'est pas de le faire par rapport au passé, c'est de le faire par rapport aux liens qu'on veut avoir avec l'Algérie, comme avec les autres pays qui ont été colonisés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Je suis dans le présent. Je suis essentiellement dans le présent. Je ne viens pas ramener mes malheurs de la colonisation. Je veux penser... C'est pour ça que ce titre, si vous voulez, c'est que ce titre, il n'est pas en train de dire qu'il y a un mur entre tous ces jardins. C'est de parler de la tristesse que me provoque ce mur. Et je veux qu'on dépasse ce mur. Vous voyez ? Je veux qu'on dépasse ce mur. Parce qu'il est fondamental que l'Algérie passe à autre chose, que la France passe à autre chose, que le monde passe à autre chose. Alors, il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Par exemple, il y a un mot que vous n'aimez, que vous ne voulez pas utiliser pour ce qui concerne la colonisation algérienne, c'est le mot résilience. Et vous préférez le mot réparation.
Alors, il y a un mot japonais qui est plus proche que celui-là. Oui, qui est magnifique, qui est une histoire magnifique, poétique, mais on n'aura peut-être pas le temps de faire de la poésie ce matin. Par contre, sur le mot réparation, j'ai eu la chance dans une émission de télévision d'apprendre la définition du mot réparation. Et savez-vous ce que ça veut dire ? Ça vient du vocabulaire maritime. Ça veut dire parer de nouveau un bateau pour le démarrage. C'est pas de réparer quelque chose. Si le bateau a été endommagé et si on l'a réparé, on ne parle pas de ça. On va parler des voiles nouvelles qu'on va mettre pour prendre la mer. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise comment on peut mettre des voiles nouvelles pour prendre la mer entre la France et l'Algérie. Parce que entre la France et l'Algérie, il y a une situation qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire ces relations entre les hommes et les femmes, entre les familles, entre l'histoire. C'est vraiment, c'est ça qui m'intéresse, voyez-vous. Et moi, je veux construire un monde nouveau en tenant compte des rapports des hommes et des femmes, ceux qui ont. Combien d'Algériens n'ont pas un lien familial avec un Français d'origine algérienne ? Combien ? Combien de Français n'ont pas un lien avec un Français d'origine algérienne ? Et sinon avec l'Algérie d'ailleurs, avec l'Algérie, voyez-vous. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ça dépasse les simples idées de migration, des trucs comme ça. Vous pouvez pas comparer la migration au Canada et l'immigration algérienne en France. C'est pas la même chose. Et il faut quand même essayer de trouver. Vous savez, Assia Djebar dit cette chose formidable. Elle dit je ne crie pas, je suis le cri. Et elle dit je veux utiliser ma langue pour creuser vers l'obscur, pour creuser vers le non-dit. C'est ce que j'essaye de faire avec ce livre. C'est d'aller vers le non-dit. Voilà, et voici Tamzali, notre invité. La tristesse est un mur entre deux jardins, Algérie, France, féminisme, aux éditions Odile Jacob. La stratégie d'étouffement du Irak se durcit en Algérie. Hein. Je voudrais que vous nous donniez votre impression, ce sentiment sur la répression de la liberté d'opinion qui s'abat sur l'Algérie, où les gens sont arrêtés sans forme de procès. Inquiétante et en même temps désespérante, parce que d'abord ça donne une idée de la justice et c'est vraiment vous savez, moi je sais plus quoi dire sur l'Algérie, hein. Je sais plus quoi dire, et je pense qu'on est tous arrivés à cette consternation terrifiante, et je dois dire que le Hirak aura sans doute comme conséquence immédiate une de ces vagues de la diaspora algérienne qu'on a connue à travers l'histoire. Rappelez-vous, les années 70, il y a eu des premiers départs. Les années 80, avec l'époque Chadli, il y a des gens qui sont partis. Ensuite, il y a eu les années de plomb, les années 90. Et là, j'ai entendu beaucoup autour de moi de gens dire, de menacer d'une certaine manière pendant le Hirak. Si ça marche pas, moi je m'en vais cette fois-ci. Alors je ne sais pas si ça va être mis à exécution, mais il y a déjà beaucoup de gens qui partent, oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été. Alors évidemment, il s'est passé quelque chose de positif, ça il faut le retenir. C'est-à-dire que le peuple algérien fait corps. Ça, c'était très important. Parce que une des grandes réussites de ce type de régime, pas seulement en Algérie d'ailleurs, c'est l'atomisation des peuples. Et à part cette période qui s'est passée entre 88, 89 et 92, 93, 95, où on a eu vraiment une des manifestations de la société civile organisée
à travers les partis politiques. Ça, c'est la première chose qui représente cette société civile, c'est les partis politiques. Ensuite, vous avez les syndicats. Et il y a eu des constitutions de syndicats libres qui se sont faits. Ensuite, les associations. Et pendant cette période-là, où le pouvoir a relâché un peu le contrôle, il y a eu une revivification de la société civile qui, pour la plupart, vivait en clandestinité. Par exemple, les associations de femmes, on va peut-être parler aussi du féminisme. Les associations de femmes elles étaient dans la clandestinité, elles sont sorties de la clandestinité. Les partis politiques, etc. Ça a duré quoi ? Ça a duré rien du tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de partis politiques en Algérie ? Sans doute qu'il y a des gens qui continuent à y croire, qui continuent à militer, et ils sont admirables de continuer à croire. Mais je dois dire que on sent un peuple qui est, et ça je trouve que c'est très intéressant de mettre l'accent là-dessus, qui est au fond dans l'expérimentation de la résistance. On est toujours dans l'expérimentation de la résistance. Et je dis ça parce que dans mon rapport avec Michel Perrault, qui est une historienne, en relisant après, j'avais l'impression que je faisais toujours des interventions un peu intempestives, n'est-ce pas ? Et cet intempestif qui est le suc de l'histoire, puisque c'est lui qui va faire l'histoire, mais il faut qu'il rentre dans l'histoire, n'est-ce pas ? Et c'est l'histoire qui peut faire advenir l'intempestif, parce que l'intempestif reste de l'ordre de l'expérimentation. Voilà. Et du coup, ça m'a donné une lecture du Hirak, et une lecture très positive au fond, parce que cette expérimentation de la résistance, elle ne peut pas disparaître. Elle va laisser des traces, et elle est peut-être pas finie. Elle continue à être prise en charge par des avocats, par des gens politiques, etc. Alors on va s'intéresser à un mot. Vous vous rappelez dans votre livre un événement qui est arrivé en 1959. On est en pleine guerre d'Algérie, avec celle que vous appelez Mademoiselle Sid Cara. Elle avait un prénom Nafissa, mais vous l'appelez que Mademoiselle. Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez que Mademoiselle d'ailleurs. Peut-être parce que je ne veux pas lui donner le même prénom que ma grand-mère. Non, mais je me suis dit, mais pourquoi elle bon. Parce qu'elle première femme. Elle apparaissait comme ça. Et si vous prenez la presse de l'époque, ouais. Vous ne verrez jamais son prénom. Et je dois dire que je viens de l'apprendre. Voilà, donc première femme membre du gouvernement de la Ve République et la première secrétaire d'État de confession musulmane. Hein. Elle était ministre de Gaulle et elle a lancé un programme sur l'émancipation des femmes algériennes. Alors, qui était à l'origine de ce programme et qu'est-ce qu'est devenu ce mot émancipation après ? Oui, alors moi je dirais qu'elle n'était pas de confession musulmane parce que je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Je dirais qu'elle était algérienne. C'est très important. Parce que pendant la colonisation, on était des musulmans. On n'avait pas le droit d'être algérien. Et comme disait mon grand-oncle, à force de s'appeler musulman, on va être que musulman. Et je pense qu'on est en train d'essayer de construire une nation et qu'on ne peut pas la construire sur une religion. Voilà, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme d'émancipation ? Alors, d'abord, c'était le grand programme de l'émancipation des femmes. C'était une idée qui était née dans les bureaux hyper intelligents, entre guillemets, évidemment. L'intelligence militaire. Hein. L'intelligence militaire, voilà. Et sans doute que cette idée toute simple, si on a les femmes avec nous, elles vont abandonner leur homme. Alors avoir les femmes avec nous, c'est les dévoiler, les libérer. C'est une idée très primaire de la libération, parce que je pense que la libération pour une femme, pour une citoyenne algérienne, c'est la libération du pays et sa libération à elle. Voilà. Et qu'à l'époque, d'ailleurs, personne ne pensait à la libération des femmes. Les femmes qui se sont engagées, autant elles ont été des images fortes et des exemples forts
qu'on a utilisé, des capacités des femmes à avoir des idées politiques, à mener des actions politiques et à diriger le pays. C'est ça que nous ont appris Jamila Bouhired, Jamila Boupacha, Nefissa Laliam. Vous voyez que je connais le prénom de Nefissa Laliam. Autant ces femmes nous ont donné cette idée très forte que nous pouvions faire autant, sinon mieux que les hommes, mais ces femmes ne se sont pas engagées pour l'égalité. Le féminisme, c'était... D'ailleurs, ni en France, il n'y avait pas d'idée. Le féminisme est né beaucoup après, bien après la libération est né d'une façon officielle. Le féminisme, il y en a toujours eu des femmes qui ont lutté pour se faire reconnaître, etc. Mais disons que ce qu'on appelle le féminisme aujourd'hui, il est quand même marqué historiquement. Il y a des dates, il y a des symboles, et je le ferai plutôt démarrer après 68 que avant l'indépendance de l'Algérie. Alors on arrive à la fin de l'émission, et quelques livres que vous citez qui ont marqué votre pensée, qui vous ont beaucoup aidé. Un livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle La Maison Kabyle ou Le Monde renversé. Vous avez rencontré Bourdieu, vous avez cette Exactement. chance de le rencontrer. Exactement. Je l'ai rencontré, puis il avait une mémoire phénoménale, puisque c'était un homme assez grand, beau, très beau. Pour moi, il était très beau. Il avait des cheveux frisés de pâtre kabyle, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il disait une chose formidable. Vous savez ce qu'il disait ? Il disait: les Kabyles m'ont rendu la fierté d'être breton. Exactement. Oui, et je trouve cette phrase... Il faut relire Bourdieu, mais il a passé 5 ans en Algérie, Bourdieu. Alors, Bourdieu est venu 2 fois. Il est venu pendant son service militaire civil, qui était un service civil. Et puis ensuite, il est revenu enseigner. Moi, je l'ai connu quand il est revenu enseigner. Et on le croisait, parce que lui, il faisait de la sociologie. Moi, je faisais il enseignait la sociologie, j'étais en droit. Et je crois qu'il a beaucoup aidé à la prise de conscience du fait culturel kabyle ou berbère comme un fait culturel politique. Je pense qu'il a été vraiment le compagnon des initiateurs et des lanceurs de ce grand mouvement, oui. Alors, d'autres livres de référence pour ceux qui nous écoutent, il y a Le Harem et le cousin. Et les cousins. Et les cousins de Germaine Tillon. Ça, c'est un livre irremplaçable qui m'a aidé d'une manière beaucoup plus directe et beaucoup plus importante. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Bourdieu, c'est quand il parle de la maison inversée, quand il montre au fond, cette porosité des frontières entre le privé et le public, entre l'espace public, l'espace privé, comment la femme arrive à être et en même temps la protection de la famille par le métier à tisser, et en même temps comment elle est cachée par le métier à tisser. Donc ça m'a intéressée. Tandis que Germaine Tillon, elle m'a aidée à comprendre une chose formidable dont on n'a pas parlé, c'est la question de la comparaison, c'est-à-dire cette comparaison entre les femmes du sud de la Méditerranée et des femmes du nord de la Méditerranée. Et je voudrais finir sur une phrase, Philippe, c'est que dans ce livre concernant les femmes, la condition des femmes arabes et la condition des femmes occidentales et le féminisme, j'ai refusé de faire un livre binaire. J'ai refusé de mettre en opposition et en contradiction la condition des femmes arabes et la condition des femmes occidentales. Nous avons essayé, Michel et moi, en tout cas j'ai essayé de faire un dessin, de faire une tapisserie dans lequel se mêler les deux histoires et de surtout nous arrêter aux échos qu'elles donnaient l'une sur l'autre. Voilà. Et ce livre s'appelle La tristesse est un mur entre deux jardins aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Voici là. On réécoute beaucoup l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo puisque l'émission a été filmée. Voici là donc sur notre chaîne YouTube.